Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et de Check First, avec Guillaume Custer et Sophie Bonnevielle-Chénaud. Odile, le podcast est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Odile, le podcast. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Cordonnier, chercheur associé à la Fondation Descartes, sociologue. Il s'intéresse aux mécanismes de diffusion et de réception de l'information, ainsi qu'à l'impact des biais cognitifs sur notre perception du réel. À travers ses travaux, il explore notamment comment la désinformation et les logiques algorithmiques influencent l'opinion publique. Et dans cet épisode, nous discuterons avec lui des défis posés par la manipulation de l'information, de cette année 2025 qui fait peur à tout le monde, de ce qu'on peut faire pour être résilient, pour avoir un peu moins peur. Et pour vous tenir en haleine avant de l'entendre en longueur, voici un extrait. Aujourd'hui, on a un réseau social comme X qui devient de facto un outil d'ingérence informationnelle américain. Le pouvoir américain actuel vient s'ingérer dans la conversation, dans le débat francophone pour essayer de manipuler et de fausser les équilibres politiques en place. Mais avant cela, voici les actualités de la lutte contre les désordres de l'information. Les élections législatives en Allemagne viennent de se clore après une avalanche d'articles de recherche sur les manipulations observées ou supposées sur les réseaux sociaux. Morceau choisi avec Open Minds qui démontre comment des chaînes Telegram pro-Kremlin ont promu le parti d'extrême droite AfD, et une autre publication à retrouver dans les notes d'épisode, le groupe plaidant pour une responsabilité accrue des plateformes et que a édité un rapport montrant comment X et Meta ont approuvé des discours de haine violents visant des électeurs allemands. À propos d'intelligence artificielle, la fondation allemande Konrad Adenauer a publié une revue d'études de cas de l'utilisation de l'IA à des fins de manipulation électorale en Afrique et en Europe. À travers l'examen de situations révélées au Niger, au Mali ou au Soudan, le rapport détaille quel type de contenus ont été générés. Les auteurs tentent également de remonter aux origines des campagnes, d'évaluer leur impact, les contre-mesures possibles. Ils rappellent également le cadre réglementaire en vigueur pour s'en protéger. Un rapport à retrouver comme le reste en note d'épisode. Et promis, on ne fait pas exprès, mais voilà encore une nouvelle du front de l'intelligence artificielle, cette fois à propos d'une révélation d'une tactique russe pour tenter de polluer les réponses des grands modèles de langage, les robots comme ChatGPT. Un rapport de l'American Sunlight Project démontre qu'un réseau de faux sites d'actualité, Pravda, produit jusqu'à 3 millions d'articles de propagande par an dans de nombreux langages. Des articles qui ne seraient pas destinés à être lus par des humains, mais par les machines, les furteurs des modèles d'intelligence artificielle. Un lien vers le rapport est disponible dans les notes d'épisode. Et enfin, peut-être une lueur d'espoir, aux États-Unis, le succès d'un réseau social local et sans algorithme de recommandation qui rivalise avec les mastodontes Facebook ou TikTok. Il compte déjà plus de 240 000 utilisateurs. Et si les plateformes locales étaient une solution au problème de propagation de la désinformation, découvrez l'exemple contre-intuitif de Front Porch Forum, un réseau social local donc, qui ne donne des nouvelles que de leur quartier aux habitants de l'État du Vermont. Nous avons ajouté un lien vers un article du Monde qui nous fait découvrir ce réseau social américain. Bonjour Laurent Cordonnier. Bonjour. On va peut-être commencer par votre actualité récente et puis une étude que la Fondation Descartes a publiée en fin d'année 2024 sur la manière dont les récits d'ingérence étrangère sont perçus, en l'occurrence par les Français, mais je pense qu'on peut aussi étendre, alors pas nécessairement les constatations parce que ce ne serait pas très scientifique, mais que ça peut donner une idée de la manière dont les humains réagissent à ces récits qui s'insèrent dans nos espaces informationnels. Pour ceux qui n'ont pas lu l'étude, quelles sont les grandes conclusions de l'efficacité finalement de ces campagnes d'ingérence étrangère dont on parle constamment ? Oui, alors en effet, il faut peut-être revenir avant tout sur l'enjeu avant de parler des résultats de l'étude. En fait, ce qu'on a constaté à la Fondation Descartes, c'est qu'il y avait énormément d'acteurs aujourd'hui qui travaillaient sur l'identification, voire l'attribution d'opérations d'ingérence informationnelle en France, mais dans d'autres pays également, bien entendu. Et donc, un certain nombre d'institutions, qu'elles soient d'ordre étatique ou de structures type fondation ou journalistique, analysent la circulation de ces ingérences informationnelles, essayent de voir quels sont les acteurs qui sont derrière tout ça. En revanche, ce qui manquait aujourd'hui, à notre avis, et ce qui manque toujours très largement, c'est une appréciation de l'efficacité
que ces opérations peuvent avoir sur l'opinion publique d'un pays donné. Et donc, on a voulu essayer de combler un peu ce manque par cette étude. Alors, je le dirai à la fin, mais c'est pas encore suffisant, hein. C'est une étude, il en faudrait d'autres. Mais ce qu'on constate, c'est que, notamment, hein, les pays qui, sont connus pour faire circuler des ingérences informationnelles en France ou dans d'autres pays, que sont la Russie ou la Chine, n'arrivent pas vraiment à convaincre, les Français, en l'occurrence dans notre étude, de leur récit sur les conflits ou les tensions, qui les concernent. En l'occurrence, les Russes n'arrivent pas à convaincre les Français du bien fondé de, leur, offensive en Ukraine, quand on teste les principales affirmations qu'ils essayent de mettre en avant, notamment par ces opérations d'ingérence informationnelle, pour justifier le conflit, pour légitimer leur action. En revanche, le récit ukrainien qui lui, circule, mais pas par, des moyens d'ingérence le plus souvent, mais par des moyens de communication, de soft power et cetera, fonctionne beaucoup mieux, en France, et on constate la même chose en ce qui concerne la Chine, et sa relation avec Taïwan. La Chine qui essaye de faire passer cette idée que Taïwan est un territoire chinois et qu'elle doit être, rattachée à la Chine continentale. Alors peut-être un point de méthodologie pour comprendre, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer, de rentrer dans la tête des gens. C'est vraiment la dernière étape qui permet de savoir si oui ou non ça marche. Et à la fin de l'histoire, ce qui intéresse tout le monde, et particulièrement politique, c'est de savoir si ça va influencer le vote et donc l'équilibre politique d'un pays. Donc comment est-ce que vous avez procédé? Vous êtes parti de récits identifiés, quel niveau de détail est-ce que vous avez utilisé pour interroger votre panel ou votre échantillon sur leur perception? C'est exactement ça, c'est qu'en réalité, pour savoir ce que pensent les gens, le mieux, c'est souvent de leur demander. C'est l'accès le plus simple et en même temps le plus direct, aux croyances ou aux représentations des individus. Et donc, on a soumis à un panel de 4000 Français représentatifs de la population métropolitaine majeure. On leur a soumis une série d'affirmations sur les différents conflits, pas seulement les deux dont je vous parlais avant, ou tensions, il y en a d'autres aussi. Et c'était donc les éléments centraux du récit des protagonistes de ces conflits qu'on a testés. On demandait aux répondants de se prononcer sur le crédit qu'ils accordaient à telle ou telle affirmation, qu'elle venait soit en l'occurrence de Russie ou d'Ukraine par exemple. Et on a identifié les éléments centraux qu'on a testés grâce à des collègues de l'IRSEM notamment, mais aussi de Géode. Ce sont des laboratoires spécialisés dans l'étude de ces phénomènes-là, parce que nous-mêmes, à la Fondation, on n'est pas spécialiste des questions internationales, de relations internationales, etc. Et donc voilà, on demandait aux gens de se positionner sur ces différents éléments de récit. Et ensuite, on évaluait mathématiquement la sensibilité au récit dans son ensemble. Ce que vous avez commencé à décrire, c'est que selon le récit qui est porté par ces campagnes-là, il y a une pénétration qui est plus ou moins importante, voire parfois, et c'était surprenant de vous entendre vous exprimer là-dessus à la fin de l'année dernière, on a l'impression que certaines opérations sont très efficaces alors que pas du tout, ou en tout cas c'est pas ce qui est indiqué par vos résultats. Et on a pourtant en tête probablement l'une des opérations qui a été qui a remporté le plus de succès, les Étoiles de David à Paris, qui ont déclenché un mouvement national, une manifestation externe, alors que c'est clairement de l'ingérence étrangère et que ça a été déclenché avec 3 francs 6 sous, un pochoir et un peu de peinture. Et on ne peut pas s'empêcher de transposer ça dans d'autres contextes. On vient de sortir d'une année qui était extrêmement riche en élections. Il y aura encore beaucoup d'élections en 2025, notamment au Cameroun par exemple, etc. Et on peut se demander si ces questions de finesse doivent être rappelées en fait dans l'analyse des impacts, parce que la réaction politique aujourd'hui, c'est de brandir le bouclier, que ce soit en Europe, un peu moins aux États-Unis, on en parlera un peu plus tard dans le podcast, et dans d'autres territoires, et puis surtout aussi d'anciennes forces coloniales qui essayent d'aider aussi certains pays à s'équiper de mécanismes de défense contre la pénétration des récits d'ingérence étrangère. Pour faire simple, ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose d'humain, cette finesse qu'on doit avoir quand on interprète l'efficacité de ces campagnes? Il faut vraiment faire attention à rentrer dans le détail de quoi on parle, de quel récit, dans quel contexte, avant de pouvoir tirer des conclusions. Oui, c'est ça. Et en réalité, comme vous le rappelez, beaucoup de pays commencent à s'équiper pour essayer de faire face à des opérations d'ingérence informationnelle. Mon propos ne consiste pas du tout à dire qu'il ne faudrait pas le faire, bien au contraire.
Mon propos consiste à dire qu'il faut calibrer la réponse à l'ampleur de l'efficacité de ces mesures. En gros, si on sous-réagit face à certaines mesures, évidemment, le risque, c'est d'être déstabilisé par des puissances étrangères. En revanche, un autre risque auquel on pense moins souvent, mais qui est aussi important, c'est celui de la surréaction. Si on surréagit par rapport aux effets que ça a réellement sur les populations, on risque de prendre des mesures qui pourraient être, par exemple, liberticides. On pourrait se mettre à interdire l'expression ou la circulation de certains propos, alors que ça relève de la liberté d'expression dans une démocratie libérale. Et ce faisant, on abîmerait la démocratie en cherchant à la protéger contre des attaques extérieures, ce qui serait paradoxal et regrettable. Et c'est l'intérêt d'essayer de mesurer les effets que peuvent avoir ces opérations d'ingérence. Alors, dans notre étude, on n'a pas pu mesurer directement ces effets-là. Ce qu'on a pu faire, c'est d'essayer de voir si les pays, notamment ceux qui utilisent des ingérences informationnelles qui sont connus pour le faire, arrivent à faire basculer l'opinion des Français en leur faveur sur les conflits qui les regardent. Et ça, on a vraiment l'impression que c'est pas le cas. Ils n'arrivent pas à faire basculer l'opinion générale de la population. En revanche, ce qu'on constate également, c'est que les personnes dans notre étude qui passent le plus fréquemment par les réseaux sociaux pour s'informer sur l'actualité internationale sont plus favorables que le reste de la population aux récits russes ou chinois, par exemple. Même s'ils ne le sont pas majoritairement, ils sont en moyenne plus favorables que le reste de la population. Ce qui pourrait laisser penser que ces personnes-là, étant sur les réseaux sociaux et donc étant plus exposées éventuellement, potentiellement à des opérations d'ingérence informationnelle que l'est le reste de la population, ces personnes-là pourraient en effet être un peu influencées en faveur des récits portés par ces pays. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième qui est très important, et comme vous le disiez en évoquant cette histoire des étoiles de David, les opérations d'ingérence informationnelle peuvent avoir des buts, des objectifs très différents. L'un d'entre eux, et c'est celui qui nous a intéressés dans cette étude, c'est de faire passer un récit, de faire passer une narration des faits, une vision du monde auprès d'une population d'un autre pays. De manière illégitime, parce qu'on peut le faire de façon tout à fait légitime, hein. C'est ce que font tous les États depuis toujours lorsqu'ils ils font du soft power. Par exemple, les Américains avec Hollywood essayent de donner une certaine représentation du monde qu'ils avaient. Oui, c'est la grande différence entre l'influence et l'ingérence. Exactement. L'ingérence, c'est quand on essaye de s'inviter sans l'avoir été. Oui, et c'est ça, l'ingérence recourt à des moyens hostiles, c'est-à-dire à des moyens de déstabilisation, à du mensonge, c'est dissimulé, etc. Alors que l'influence, c'est ce que tout pays essaye de faire, c'est d'essayer de convaincre les populations et les dirigeants d'autres pays du bien fondé de ses positions. Et ça, c'est par définition légitime, ça fait partie des relations internationales, l'influence. Personne ne le nie ou le remet en question. Mais donc des opérations d'ingérence peuvent aussi avoir pour objectif, autre que celle que j'évoquais précédemment de faire passer une vision du monde, peut aussi avoir comme objectif de fracturer l'opinion ou fracturer la population visée sur des sujets qui n'ont potentiellement rien à voir avec le conflit, par exemple, dans lequel serait impliqué le pays qui est à l'origine de ces ingérences. C'est l'histoire des étoiles de David. Ces étoiles ne disent rien ou n'essaient de faire passer aucun message directement, du moins, sur le conflit que la Russie a engagé contre l'Ukraine. En revanche, l'objectif direct visé par cette opération, c'est de fracturer, de faire monter les tensions au sein de la population française autour de la question de l'antisémitisme au lendemain des attentats du 7 octobre. Et donc, de faire monter les positions les plus radicales, de fragiliser le tissu national pour, en fait, affaiblir la démocratie, une démocratie qui, en l'occurrence, n'est pas en faveur de la Russie dans son conflit contre l'Ukraine. Mais là encore, j'ajoute encore une couche de complexité, parce que c'est important, cette opération des étoiles de David était aussi accompagnée d'une opération d'ingérence informationnelle plus classique. Parce qu'en fait, ce que les observateurs ont constaté, c'est que les comptes sur les réseaux sociaux, des comptes ont reposté beaucoup de vidéos, de photos de ces étoiles de David. Et un grand nombre de ces comptes étaient en fait des faux comptes. Les observateurs ont pu le montrer, qui étaient très probablement des faux comptes russes. Et ces faux comptes renvoyaient eux-mêmes, après avoir partagé ces photos, ces vidéos des étoiles de David, vers des sites qui faisaient la propagande du Kremlin sur la guerre en Ukraine. Donc voilà comment on retrouve quand même de l'ingérence informationnelle sur le conflit qui concerne directement la Russie.
Notre étude ne dit rien sur l'efficacité potentielle que peuvent avoir des mesures, des opérations d'ingérence sur la fracturation de l'opinion et de la population française. Ça, ce serait encore un autre objet. Et c'est peut-être plus là qu'on a à craindre une efficacité réelle des opérations d'ingérence informationnelle que réellement réussir à renverser l'opinion d'un pays sur une question donnée comme tel ou tel conflit. Mais ce dernier point est vraiment intéressant parce qu'il permet de réfléchir aussi à la prudence à laquelle vous appeliez il y a quelques minutes de ça, quant à la défense qu'on va monter contre ces opérations-là en clair. Avec les étoiles de David, pour reprendre l'exemple, on appuie là où ça fait mal. On sait qu'il y a un point de tension dans la société visée, même si c'est pas lié directement aux intérêts propres liés à la guerre en Ukraine. C'est un intérêt aussi de diviser la société française et donc par ricochet de diviser le consensus sur l'aide à l'Ukraine. Il y a d'autres contextes géopolitiques où la composition socio-économique est différente. On a des sociétés qui ont été artificiellement dessinées sur une carte avec des ethnies qui ont des intérêts et donc d'autres points sur lesquels on peut appuyer pour essayer de diviser les populations. Où est-ce qu'on place le curseur en termes de prévention? C'est ça la vraie question, parce que de dire oui, mais il faut faire attention à la réponse en fonction de ce qui arrive, mais comment on sait ce qui va arriver et où est-ce qu'on va mettre l'effort? Alors, je n'attends pas une réponse détaillée, parce que j'imagine bien que c'est pas qu'on trouve pas ça sous le sabot d'un cheval, mais en termes de réflexion, de politique publique, de soutien aussi aux journalistes, aux fact-checkers, aux chercheurs, est-ce qu'on a une façon d'anticiper le type de réponse en fonction de ce qu'on imagine venir attaquer notre territoire? Alors, je pense que les réponses doivent être adaptées à ce qu'on arrive à estimer comme dangerosité, premier élément. C'est difficile à estimer, mais il faut essayer de le faire, notamment par des études du type de celles qu'on a fait à la Fondation, mais aussi en fonction de la situation dans laquelle on se retrouve. Évidemment qu'à la veille d'un scrutin présidentiel, par exemple, il faut être beaucoup plus vigilant et être peut-être plus proactif dans ces cas-là. On a vu tout récemment ce qui s'est passé en Roumanie avec probablement des ingérences qui venaient peut-être de la Russie pour essayer de déstabiliser le scrutin. Et il est possible que ça ait fonctionné. On a un candidat d'extrême droite qui passe je crois, 5% dans les sondages préélectoraux à 25% des scrutins effectifs, après une campagne massive sur les réseaux sociaux et une campagne inauthentique, comme disaient les spécialistes, c'est-à-dire une campagne qui a été poussée, promue, non pas par de vrais acteurs politiques ou de vrais acteurs de la société civile roumaine, mais par des comptes automatisés, par des influenceurs rémunérés, par des influenceurs manipulés, etc., qui mettaient en avant la figure du candidat d'extrême droite, et qui ont peut-être, c'est très difficile à estimer, mais très vraisemblablement modifié le comportement électoral d'un certain nombre de Roumains. Et donc, avec cet exemple, on voit bien que une démocratie ou n'importe quel pays qui va connaître une période électorale n'est pas à l'abri d'influence, d'opérations d'ingérence à ce moment-là, et qu'elle est spécialement sensible. Il se peut, dans une démocratie, dans une élection très serrée, une ingérence de ce type-là puisse faire basculer totalement le scrutin. Et partant, l'avenir du pays, si ça se joue à quelques pourcents et que cette opération a un tout petit peu d'influence, ça peut suffire à faire basculer les quelques pourcents de la population qui hésitent, qui sont entre deux. Voilà, donc quand les scrutins sont très serrés, il faut être d'autant plus sensible. Il y a cette question de contexte, effectivement, les périodes électorales, on en a traversé beaucoup et puis ça va continuer, hein, c'est pas fini, la démocratie dans le monde encore. Cette question de posture politique est d'autant plus intéressante en 2025 parce que le paysage dans un pays extrêmement important dans le monde qui s'appelle les États-Unis est en train de changer de manière drastique. Le 7 janvier, probablement aussi pour essayer de convaincre l'administration Trump d'être un peu plus difficile ou coriace avec les Européens sur les questions de régulation des plateformes. Mark Zuckerberg a annoncé on va arrêter les fact-checkers, de toute façon c'est n'importe quoi, on va faire des community notes comme sur X, ça marche très bien. Il n'y a pas la note de bas de page pour dire qu'en fait, pas vraiment, mais voilà, ça doit encore être documenté de manière sérieuse et scientifique. Google a suivi dans la foulée en se retirant d'un mécanisme européen où, en gros, ils sont retirés de la partie fact-checking de ce mécanisme du code de bonne pratique. LinkedIn a suivi également, etc. Donc, on voit qu'il y a une espèce de mouvement en cascade où les protections, les remparts qui ont été construits dans les années qui ont précédé pour essayer de
pas de contrôler, mais de limiter la casse sur ce qui est publié sur les plateformes, est en train tout doucement de se réduire. Pour l'instant, c'est aux États-Unis, mais je crois que tous les fact-checkers qui nous écoutent, ou si vous en connaissez, vous avez certainement eu la conversation sur le financement du fact-checking, et ça va devenir assez compliqué. Donc aujourd'hui, on a vraiment une modification du paysage de certains des leviers qui permettaient aux populations d'obtenir des informations plus fiable peut-être, ou d'avoir une sorte d'avoir des garde-fous, hein, ou d'avoir quelqu'un qui les aide à interpréter un paysage informationnel qui est complexe. Quelle est votre plus grosse crainte dans un contexte comme celui-là, en 2025, sur peut-être aussi revenir au tout début de ce podcast, sur la manière dont ces opérations d'ingérence vont pouvoir exploiter ces nouvelles failles et peut-être à ce moment-là convertir des opinions? Oui, aujourd'hui, on a un réseau social comme X qui devient de facto un outil d'ingérence informationnelle américain. Quand je dis américain, c'est-à-dire de l'actuel pouvoir américain. Euh, Quand sur son compte X, on voit apparaître sans arrêt, même quand on ne suit pas, des posts d'Elon Musk lui-même faisant la promotion de l'AfD en Allemagne, ou faisons la promotion de telle ou telle politique des États-Unis face à l'Europe, etc., on a affaire à une authentique manipulation de l'information qui est tout à fait de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler une ingérence informationnelle, à mon avis. Pourquoi ? Parce que via ce réseau social, le pouvoir américain actuel vient s'ingérer dans la conversation, dans le débat francophone, pour essayer ou dans le débat germanophone, pour ce qui concerne l'Allemagne, pour essayer de manipuler et de fausser les équilibres politiques en place. Donc je pense qu'il faut réagir à la hauteur. Aujourd'hui, la Russie, la Chine, notamment, ne sont plus les seuls grands États à faire de l'ingérence informationnelle de manière contraire au principe normalement de ce qui devrait être de l'influence non hostile. Et il faudrait commencer à considérer que X appartient à cette famille d'outils d'ingérence informationnelle. Les Américains soupçonnaient que TikTok était un outil d'ingérence informationnelle chez eux. Probablement qu'ils n'avaient pas tout à fait tort, mais à nous de considérer que X est un outil d'ingérence informationnelle américain chez nous. Et donc, moi, ce qui me fait peur, c'est pas tellement qu'on ait des adversaires, voire des ennemis qui attaquent l'Europe. C'est pas nouveau. Ce qui me fait peur, c'est que l'Europe ne soit pas capable de répondre de façon unie. Aujourd'hui, on a en Europe un règlement des services digitaux qui s'appelle le Digital Services Act, qui permet à l'Union européenne de se défendre contre ce genre d'attitude hostile de la part de grandes plateformes étrangères, qui permet d'exiger un certain nombre de ces plateformes sous peine d'être soumises à des amendes, voire éventuellement dans des cas extrêmes d'interdiction d'accès au territoire européen pour ces services. Ça existe. C'est la seule région du monde, à ma connaissance, qui est dotée d'un tel outil de défense. Mais cet outil ne sera efficace que s'il est mis en œuvre de façon volontariste par les États membres. Et donc, si tous les États membres vont dans le même sens. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que justement, certains États membres basculent du côté de cette vision américaine, on va dire, ou du côté de la vision russe, pour certains autres États, de ce que devrait être la société et de la manière dans laquelle on peut influencer ou non les populations. Donc c'est plus un manque de fermeté de la part des États membres que de l'apparition de nouveaux adversaires potentiels pour l'Union européenne qui me fait peur. Ouais, donc c'est une question aussi de qualité du bouclier. Le règlement sur les services numériques, le DSA, c'est quelque chose qui était une source d'inspiration pour beaucoup de pays. C'est vrai que les Anglais ont même adopté à certains égards des normes encore plus restrictives que les Européens. Les Australiens sont dotés aussi de quelque chose. Il y a des inspirations aussi dans certains États d'Afrique de suivre l'exemple du DSA, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est assez précurseur. Et j'entends aussi ce que
vous dites en disant oui, mais que fait la commission? Des enquêtes sont ouvertes, où sont les amendes? Bon, d'aucuns disent que ça prend du temps, il faut être sûr de soi, ça va se faire complètement éplucher les décisions de la commission, donc ils veulent vraiment être sûrs de leur coup, paraît-il, avant de frapper. Et il y a le contexte aussi géopolitique qui fait que les Américains ont déjà exprimé, notamment le vice-président J.D. Vance, certaines idées du style arrêter d'enquiquiner nos plateformes ou on se retire de l'OTAN encore plus vite que ce qui apparaît être le rythme qu'ils ont adopté. Donc oui, j'entends cet argument-là. Il n'y a pas que la défense politique ou l'action publique contre les ingérences, même si c'est aujourd'hui quelque chose qu'on voit beaucoup. J'ai eu une conversation récemment sur les autres aspects. C'est vrai qu'on a parlé, jusqu'à la commission d'ailleurs, et von der Leyen de pre-bunking, de préparer un paysage informationnel à l'arrivée d'une campagne de désinformation, donc une espèce de campagne préventive. Et puis il y a surtout aussi l'éducation des populations, qui n'est pas forcément limitée à l'éducation aux médias. On parle beaucoup d'éducation aux médias, mais cette question-là, j'aimerais bien qu'on s'y apesantisse un peu, parce que précisément, ce qui était très intéressant dans le travail que vous avez mené, c'est que oui, vous avez demandé aux gens de donner leur avis. Et leur avis est fondé sur leur expérience personnelle, sur leur bagage culturel, sur les moyens qu'ils utilisent pour s'informer, etc. Et donc, il y a une question d'éducation qui va plus loin que simplement passer quelques heures à l'école, au collège, à apprendre ce que c'est que les journaux de presse écrite, la télévision, les réseaux sociaux, la source et les informations, etc. Où doivent être mis les efforts? Notamment, est-ce qu'il y a une dichotomie entre tout l'aspect bouclier, création de Viginum, la création de règlements services, et puis cet effort peut-être insuffisant en termes aussi d'équipement des populations en bon sens informationnel? Non, il y a pas de dichotomie. Je pense que toutes les mesures à tous les niveaux doivent être prises. Et d'ailleurs, quand je parlais de la réaction du DSA, c'était pas pour critiquer ce qui était en train de se produire maintenant, parce qu'au contraire, en effet, des enquêtes sont ouvertes, et cetera. C'était plus pour m'inquiéter de savoir si la volonté politique d'aller dans ce sens en Europe allait se perpétuer. Oui, de dire qu'il y a un risque de vampirisation par l'intérieur, avec des États membres qui risqueraient de... Pour parler très clairement, on a des États membres qui peuvent basculer vers une extrême droite ou un populisme, hein, de manière plus générale, qui est tout à fait dans la ligne de celui incarné par Trump et Musk aux États-Unis, et qui leur serait davantage favorable et moins favorable aux intérêts européens, en quelque sorte. Donc c'est ça qui m'inquiète, et je pense pas être le seul à être inquiet sur ce point-là. Le second point que vous évoquiez, celui de développer la résilience des populations face à des opérations d'ingérence ou à de la désinformation en général, est selon moi le plus important de tous. Ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas être mis en place et renforcés, mais celui-là, c'est le plus important, parce que c'est le moyen le moins liberticide de résister à des fausses informations. On évoquait le risque d'aller trop loin dans de la législation, dans de la réglementation, et d'abîmer la liberté d'expression. En revanche, quand on forme les esprits de manière générale, et y compris à être conscient du fait que des mensonges peuvent être propagés sur internet, savoir s'informer correctement sur les réseaux sociaux, etc., enfin sur internet, etc. Ça ne peut jamais être liberticide. Oui, donc si je prends une analogie un peu bancale, on est au marché, et plutôt que de laisser le vendeur retirer les pommes pourries et de choisir lui quelles pommes sont pourries, on va éduquer les gens pour qu'ils puissent voir toutes les pommes et choisir celles qu'ils vont vouloir manger, quoi. Absolument, et ça n'empêche pas du tout qu'en amont de ce que les pommes arrivent sur le marché, une instance étatique contrôle la qualité sanitaire des produits, mais sans être totalement sélectif sur tout ce qui passe ou non, mais qui empêche les champignons toxiques, par exemple, d'arriver parmi des pommes. Et ensuite, on laisse la liberté, en effet, au consommateur de choisir le type de fruit qu'il préfère dans ce qui lui est proposé. Et on essaye de faire en sorte que le consommateur soit suffisamment informé et éduqué pour savoir ce qui est bon pour lui en général. Et donc, ça passe par l'éducation aux médias, l'information aux médias, bien sûr, mais par l'éducation en général. Et ça a été très bien montré, par exemple, pendant la crise du Covid, où des études ont, par exemple, montré que les personnes qui avaient des connaissances en biologie de base au niveau scolaire résistaient mieux aux fake news sur le virus ou sur le vaccin que des personnes qui n'avaient pas ces connaissances de base.
C'est pas très compliqué à comprendre comme idée, hein, mais si vous avez quelques notions de ce qu'est un virus, de comment fonctionne un vaccin sans être un spécialiste, mais en ayant vu ça lors de votre formation scolaire, par exemple, eh bien, vous ne croirez pas à grand nombre de fausses informations qui peuvent circuler sur le sujet. Donc, les savoirs de base, en fait, c'est l'essentiel. Les savoirs de base, savoir correctement lire, aussi correctement s'exprimer, savoir correctement avoir les bases des mathématiques, etc. Parce que beaucoup de désinformation consiste en manipulation de chiffres, notamment. Avoir des connaissances de base dans les domaines des sciences de la nature, etc., de l'histoire, ça permet en fait de rendre une population beaucoup plus résistante face à des désinformations de tout type, sans jamais mettre en danger la liberté de ces individus, au contraire en la renforçant même. Donc évidemment qu'une population éduquée sera toujours plus résistante, et je pense que là-dessus, ça peut aussi être une source de préoccupation, en quelque sorte. On voit, par exemple, que dans les grandes études PISA, hein, ces études qui évaluent le niveau des élèves dans les différents pays de l'OCDE, on voit notamment que la France se comporte pas très, très bien là, dans ces études-là. Alors, il ne faut pas non plus dramatiser la situation, mais qu'on pourrait peut-être repenser aussi, ou en tout cas travailler sur les connaissances de base des jeunes Français, ce qui les rendrait plus résistantes à ce genre d'opération de désinformation. Continuez à écouter les podcasts parce que c'est quand même bien, mais lisez les livres, c'est quand même pas mal. Merci beaucoup Laurent Cordonnier d'avoir passé ce moment avec nous. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et retrouvez toutes les actualités d'Odile sur le site odile.org, odil.org et sur X Odile Plateforme.